Alors les insoumis, il paraît que vous êtes à l'extrême gauche. Comment ça, mon ref? Ne partez pas. On va en discuter calmement. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, de cette décision de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, décision qui date de quelques jours à peine. Cette décision me paraît éminemment problématique et vaut la peine que nous nous y arrêtions. Lors de chaque élection, le ministère de l'Intérieur publie une circulaire dans laquelle les différents partis et les différentes forces politiques sont classés au sein de ce qu'on appelle des blocs de clivage. Pourquoi est-ce que le ministère de l'Intérieur procède ainsi? Réponse, parce que ça lui permet derrière, en tout cas c'est ce qu'il dit, de rendre lisibles les résultats en permettant à chacune et à chacun d'avoir immédiatement un point de vue sur les votes agrégés de la gauche, de la droite, de l'extrême gauche et du centre. Et donc, le 2 février dernier, dans la circulaire qui classe les différents partis politiques et les différentes forces politiques au sein des différents blocs de clivage, nous avons eu la surprise d'apprendre que la France Insoumise était désormais classée parmi le bloc de l'extrême gauche, alors qu'auparavant, elle était classée parmi le bloc de gauche. Le ministère de l'Intérieur s'occupe de 3 dénominations. La première, qu'on appelle l'étiquette politique, ce sont les listes elles-mêmes qui la déclarent. Le problème, c'est qu'il y a de nombreuses listes qui vont se déclarer sans étiquette pour justement ratisser le plus large possible, tenter d'apparaître comme au-dessus des clivages, ce qui dans le cadre d'une élection municipale a évidemment tout son intérêt. Le problème, c'est que effectivement, à l'échelle nationale, on a besoin tout de même de savoir quelle est la couleur politique des listes qui ont emporté telle ou telle ville. Et même les électeurs et les électrices, parfois, ont besoin d'avoir la nuance d'une liste pour savoir, même si la liste se déclare sans étiquette, si elle est plutôt proche de telle idéologie, ou du moins tel mouvement ou tel mouvement. C'est là où sont introduites les nuances politiques. Les nuances, elles sont très larges. Elles sont affichées ici. Là, vous avez la liste intégrale de toutes les nuances pour les municipales de 2026. Tout le monde peut s'estimer à peu près représenté. Tu peux déjà avoir des contestations à l'échelle locale, mais ça, les contestations restent à l'échelle locale. Et pour le coup, on peut entendre l'argument du ministère de l'Intérieur qui consiste à dire, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Soit on laisse toutes les listes se déclarer sans étiquette au risque de la lisibilité du scrutin municipal, soit on opère nous-mêmes un classement au risque qu'il y ait des contestations et sans doute parfois des contestations légitimes. Et puis ensuite, on a le bloc de clivage. C'est 6 blocs, extrême gauche, gauche, centre, droite, extrême droite, divers. Et ça, le bloc de clivage, c'est là-dedans que le ministère de l'Intérieur regroupe les listes des différentes villes. Dans quel objectif? Réponse, celui de pouvoir donner une lisibilité du scrutin à l'échelle nationale. Celui de pouvoir dire, bah voilà, l'extrême gauche a fait tant de voix, la gauche a fait tant de voix, le centre a fait tant de voix, etc. C'est ce classement-là qui pose problème. Et qui pose problème profondément, pour 2 raisons. La première, c'est que là, les décisions contestables d'étiquetage de la part du ministère de l'Intérieur ont un impact qui retentit à l'échelle du débat national dans son ensemble, ce qui en décuple le caractère problématique, contestable, grave et potentiellement délétère pour le débat public. Et d'autre part, parce que non seulement le caractère problématique est décuplé, mais de surcroît sans raison, puisque pour le coup, on s'en fout complètement, en vrai, dans nos analyses, et pour la lisibilité du scrutin, de savoir combien de voix on fait tel bloc de clivage et tel autre, pour les municipales. Et en l'espèce, on peut, et ce serait mon cas, s'interroger et même critiquer le fait qu'en France, ce soit au ministère de l'Intérieur à chaque élection de choisir quel parti appartient à quel bloc de clivage, alors que dans certains cas, un tel classement peut être tout à fait contestable. Comment se fait-il que tout d'un coup, alors que depuis 2016, donc pendant 10 ans, LFI ait été classé à gauche par le ministère de l'Intérieur, et là tout d'un coup Nunez, hop, claquement de doigts, LFI extrême gauche. On va écouter ce que Laurent Nunez a à en dire, puisque, écoutez, ça tombait bien, il était chez Apolline de Malherbe. Les 3 critères qui ont fait qu'on a classé la France Insoumise à l'extrême gauche. Le premier, c'est qu'il y a quand même, depuis l'été dernier, chez la France Insoumise, une remise en cause très forte de l'autorité judiciaire, de l'autorité des médias, qui sont accusés de parti pris. Remise en cause de l'autorité judiciaire. J'ai déjà eu l'occasion, moi, de le dire en parlant de Sophia Chikirou, et en disant que le fait que Sophia Chikirou, elle aussi, remette en cause l'autorité judiciaire, ça me semblait éminemment problématique. Le problème étant qu'en l'espèce, s'il faut vraiment aller dans cette direction-là, les pires des pires de très loin, c'est à la fois le Rassemblement national, bon, ils sont déjà classés à l'extrême droite, mais surtout les Républicains. Vous avez absolument vu tous les responsables LR venir s'ériger contre le gouvernement des juges, le coup d'état de droit, et ce, bien avant d'ailleurs l'affaire Sarkozy. Dans le cas de l'affaire Sarkozy, c'est bien plus grave encore, parce que là, c'est pas seulement les décisions du parquet qui ont été remises en cause, c'est l'autorité des juges, du tribunal correctionnel lui-même, avec d'ailleurs des conséquences
tout à fait concrètes, notamment le fait que les 3 magistrats qui ont condamné Nicolas Sarkozy ont été menacés de mort et ont dû être placés sous protection. Si ça, c'est le critère de Laurent Nunez, alors il faut immédiatement, tout de suite, classer les Républicains à l'extrême droite, d'autant que, en ce qui concerne la remise en cause des médias, il ne me semble pas que ce soit la France Insoumise qui ait créé une commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Mais Jérémy, franchement... Les attaques sur l'audiovisuel public, moi, il me semble qu'elles viennent certes du Rassemblement national, mais là aussi d'une partie des Républicains, voire même d'une partie des macronistes. Rachida Dati, ne sachant plus trop où la classer d'ailleurs. Bon, si vraiment ça, c'est de nature, selon lui, à interroger la classification de la France Insoumise, alors il devrait s'interroger sur la classification d'abord des Républicains et même derrière d'une partie des macronistes. Et puis il y a ces accusations systématiques de la police tue, etc. Depuis l'été dernier, on a eu la révélation de vidéos absolument accablantes et terribles par Mediapart et Libération de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, et on a vu que, en effet, à Sainte-Soline, non seulement il y avait eu une quantité absolument faramineuse d'actes totalement illégaux et excessivement dangereux, potentiellement mortels, commis par les gendarmes sur place, mais de surcroît que ces actes avaient été commis sous les ordres de la hiérarchie. Le dire, ça n'est pas basculer à l'extrême gauche, ça n'est pas brutaliser le débat public, c'est simplement observer les faits tels qu'ils ont été révélés par des organes de presse, les organes de presse dont lui-même ose s'offusquer que derrière on les critique. Il y a quand même une forme de désalliance aussi au sein du bloc de gauche, avec la France Insoumise qui appelle à sanctionner notamment le Parti Socialiste, qui monte des listes contre la gauche traditionnelle. On peut avoir plusieurs partis classés à gauche et en désaccord les uns aux autres malgré tout, donc ça ne change rien en cela. Il faudrait même retourner l'argument, c'est-à-dire que l'alignement entre le PS et LFI, c'est l'exception beaucoup plus que la règle. C'est une exception qui a eu cours à 2 moments qui sont des moments électoraux, les législatives de 2022 avec la NUPES, les législatives de 2024 avec le Nouveau Front Populaire, et dans un cas comme dans l'autre, cet alignement n'a été qu'un alignement électoral qui a duré bien peu de temps. Enfin, on pourrait tout à fait produire l'hypothèse que c'est la France Insoumise qui est restée à gauche et le PS qui a convergé vers le centre. On peut considérer que la France Insoumise s'éloigne un peu de nos valeurs universalistes républicaines. Voilà, alors ça c'est purement gratuit, ça c'est un pur procès d'intention. En donnant la primauté aux aspects communautaires de l'organisation de la société, aux aspects identitaires. Et donc c'est à ce titre-là qu'on l'a classé à l'extrême gauche. Je vous rappelle que la commission d'enquête à l'initiative de Laurent Wauquiez pour tenter de prouver précisément le communautarisme et l'entrisme islamiste au sein de LFI à laver la France Insoumise de tout soupçon. Tous ces arguments de Laurent Nunez sont absolument nuls et non avenus. Il y en a un qui dit pas, mais qui l'a dit auparavant. Et en fait, ce qu'il a déclaré sur le moment est bien pire et quelque part bien plus révélateur. Chez la France Insoumise, il y a un refus de la discussion parlementaire, des appels systématiques à la censure. On refuse d'aller voir le gouvernement pour des réunions de travail. Alors je trouve ça con. Et je trouve ça grave. Laurent Nunez est littéralement en train de reprocher à la France Insoumise de faire son travail d'opposition. Spoiler, la France Insoumise, ils sont pas d'accord avec toi. Ça porte un nom, c'est un désaccord. Le désaccord, c'est la définition même de la politique. Une sphère dans laquelle il n'y a pas de désaccord n'est pas une sphère politique. C'est une sphère morale, c'est éventuellement une sphère administrative, ça n'est pas une sphère politique. La politique commence quand il y a un désaccord à régler. Heureusement qu'en tant qu'électeurs et électrices, nous avons des partis pour lesquels voter, qui font partie du champ démocratique, qui font partie même du champ républicain, pour lesquels nous pouvons voter et qui sont en radical désaccord avec la Macronie. C'est le contraire qui serait grave. Qu'est-ce qui se passerait si tous les partis avaient joué le jeu du compromis? Si tous les partis, au fond, s'étaient mis d'accord pour dire « en vrai, on peut tous voter la même chose ». Allez, on ne sera pas pleinement content, mais on sera suffisamment satisfait pour tous voter la même chose. Parce que ça voudrait dire que le débat public est hypoconflictuel. Ça veut dire que la conflictualité qui est le propre de la politique n'est plus prise en charge par le jeu électoral démocratique normal. Et donc cette conflictualité, si elle ne peut pas trouver à s'exprimer dans les urnes en votant pour des partis qui sont en désaccord radical avec les gouvernants, cette conflictualité, elle ne pourra s'exprimer qu'en dehors des urnes, c'est-à-dire dans la rue. Le monde que souhaite Laurent Nunez, c'est un monde qui est, à court terme, révolutionnaire. Alors bon, comme je vous le disais, c'est complètement con, les arguments tiennent pas, mais alors pas une seconde. Tu vois quelqu'un qui vraiment, soit est un crétin qui ne comprend pas comment fonctionnent nos institutions, soit fait l'idiot pour justifier une décision absolument injustifiable. Ce qu'il est en train de reprocher à la France Insoumise, c'est le fait d'appartenir à l'opposition, comme elle y appartient depuis le début. Comme l'a dit, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon, à juste titre, et en l'espèce, je suis d'accord avec lui, c'est une nouvelle preuve, un nouvel exemple de cette tendance fondamentale de la Macronie à refuser le débat démocratique, à détester la démocratie. Vous allez me dire, ouais mais,
Est-ce que quand même LFI c'est pas un peu à l'extrême gauche? Il y a plein de chercheurs qui se sont exprimés sur la question. Alors, Nicolas Rousselier, il est historien et politiste, effectivement il est à mi-chemin entre les deux disciplines. Gauche radicale est une expression plus appropriée pour décrire LFI que l'étiquette connotée d'extrême gauche. Au fond, il dit deux choses. Dans un premier temps, l'étiquette d'extrême gauche a été perçue de manière topographique. On considérait au fond qu'étaient classés à l'extrême gauche les forces politiques les plus à gauche de l'hémicycle, ou sinon de l'hémicycle, les plus à gauche du débat public. C'est ainsi que le Parti communiste français, dans la première moitié du XXe siècle, est classé à l'extrême gauche, et que derrière, les groupes trotskistes qui émergent dans la deuxième moitié du XXe siècle sont eux-mêmes classés à l'extrême gauche, puisqu'ils sont plus à gauche que le Parti communiste français. Mais il y a derrière une logique thématique et politique qui s'impose, qui consiste à dire que l'extrême gauche en France renvoie à des groupes qui contestent le jeu électoral, des groupes qui ne s'inscrivent pas dans la compétition institutionnalisée pour la conquête du pouvoir, mais qui cherchent au contraire le renversement des institutions et du capitalisme par la rue, par la mobilisation. C'est ça qu'on appelle traditionnellement, au sens historique du terme désormais, l'extrême gauche en France. Ça ne concerne pas la France insoumise, qui est profondément un mouvement de gauche réformiste, qui cherche le pouvoir par les urnes, qui veut réguler le capitalisme sans le faire tomber, qui veut basculer dans une 6e République, mais le faire en respectant les institutions et les voies institutionnelles de la 5e République. Un parti dont le programme est beaucoup moins à gauche et moins radical que ne l'était celui de François Mitterrand en 1981. Pour le dire autrement, oui, LFI, c'est des SOSDEM. Donc ça, c'est les critères qui permettent de qualifier LFI de parti de gauche radicale sans doute, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon lui-même s'en revendique, mais de gauche malgré tout. Certainement pas d'extrême gauche. Cette décision de Laurent Nunez, vous voyez que politiquement, il est absolument incapable de l'argumenter. Historiquement, vous voyez que cette catégorisation ne tient pas la route. Question que vous allez me poser, mais si LFI n'est pas d'extrême, pourquoi le RN le serait-il, lui? Réponse, parce que le RN, lui, s'insère tout à la fois par son programme politique, son idéologie, par sa volonté de réformer les institutions et notamment de s'attaquer au Conseil constitutionnel dès son élection, mais aussi par son histoire, ses membres fondateurs, mais également par les multiples condamnations de multiples de ses membres pour antisémitisme. Et si ce n'est pas des condamnations, c'est des affaires qui ressortent et qui valent à un grand nombre d'entre elles et d'entre eux d'être écartés pour des déclarations antisémites, racistes, homophobes précédemment soutenues. Par tous ces ports, le Rassemblement national suinte l'adhésion à l'extrême droite. Et là encore, c'est pas moi qui le dis, mais tous les politistes spécialistes de l'extrême droite française et internationale qui, tous, sans exception, s'accordent à classer le Rassemblement national à l'extrême droite. Une chose intéressante, s'il y avait un classement à réexaminer, ce serait selon moi, et je le dis depuis très longtemps, celui des Républicains, les bien mal nommés d'ailleurs, qui sont aujourd'hui absolument et totalement alignés sur les positions du Rassemblement national, en tout point. Je ne céderai pas, ni au politiquement correct, ni aux dérives de l'état de droit qui s'est retourné contre le droit des Français à vivre en paix et en sécurité. Je pourrais aller plus loin, remarquer qu'en certains points, les macronistes, ou à tout le moins une partie d'entre elles et d'entre eux, se sont alignés sur les obsessions du Rassemblement national, ça c'est un fait. Notamment en ce qui concerne Gabriel Attal, qui, sur l'obsession de dénoncer l'accord franco-algérien de 68 et sur l'obsession d'interdire le voile aux fillettes de moins de 15 ans, c'est-à-dire de prendre une décision inconstitutionnelle, sur ces deux obsessions-là, il est parfaitement aligné avec les obsessions anciennes déjà du Rassemblement national. Il nous reste deux questions à voir. La première, c'est quid du Conseil d'État? La France insoumise a d'ores et déjà déposé un recours devant le Conseil d'État, recours examiné en référé, ça veut dire que nous aurons la réponse dans maintenant moins d'un mois. Nous verrons ce que dira le Conseil d'État début mars. Il est tout à fait possible que le Conseil d'État, pour quelle raison je ne sais pas, déboute la France insoumise de son recours. Et là, moi, ce jour-là, qu'est-ce que je vous dirais? Je vous dirais, le Conseil d'État s'est trompé. Je respecte l'institution, elle est importante, il doit bien y avoir un sommet de la pyramide administrative en France, mais en l'espèce, au nom d'une analyse politique historique, fondée non seulement sur mes propres observations et sur la convergence de ces observations avec celles de mes pairs, je conteste le Conseil d'État dont j'estime qu'il s'est trompé et dont j'estime que non, malgré sa décision, moi je continuerai de dire que LFI est un parti de gauche. Comment vous allez faire, ou une partie d'entre vous, qui répétez depuis maintenant 6 mois, LFI est pas d'extrême gauche, c'est le Conseil d'État qui l'a dit. Je vous avais prévenu il y a quelques semaines, souvenez-vous, j'étais invité chez Quotidien, et dans l'interview, Yann Barthès me demande s'il m'arrive de consacrer certaines analyses à l'opposition, et notamment à l'opposition de la France insoumise.
À l'époque, j'ai répondu oui, bien sûr, quand c'est nécessaire, je le fais, et je le fais non seulement sur la France Insoumise, mais aussi sur les socialistes, les écologistes, place publique. Moi, ce qui m'importe, c'est la teneur des déclarations, c'est pas quelles sont les personnes qui le portent. Sur la forme, dans sa question, Yann Barthès assimilait LFI à l'extrême gauche. Si tu prends tout l'extrême gauche, il faudrait définir ce que c'est l'extrême gauche. LFI. Et à l'époque, j'avais été très critiqué par plein de gens qui m'avaient dit oui, mais tu n'as pas relevé. Et à l'époque, je vous avais dit, j'ai pas relevé parce que si je relève ça à ce moment-là, il reste 5 minutes en plateau, c'est beaucoup, devant 2 millions de personnes. Tout le reste du plateau va être là-dessus. C'est-à-dire, je vais passer 5 minutes à être comptable de LFI extrême gauche, pas extrême gauche. Et quand à côté, je porte un propos qui est le fruit de plusieurs années de travail, de plusieurs mois de rédaction, que j'ai cristallisé dans un livre, qui est un propos qui, à mes yeux, est important sur le rapport de la Macronie aux mensonges et aux pratiques de gouvernement, tu préfères parler de cela auquel tu as consacré plusieurs années de ta vie, plutôt que de passer 5 minutes sur LFI extrême gauche, qui est une question importante d'ailleurs, on y consacre une vidéo en ce moment même, mais qui est une question qui n'était pas celle sur laquelle j'ai travaillé des années. Et certains me répondent, mais enfin Clément, tu n'avais qu'à dire, le Conseil d'État a dit que LFI n'est pas d'extrême gauche et ça tenait en une phrase. Et je vous avais répondu, ça tient en une phrase, mais si je dis ça, j'avalise le fait que je trouve normal que le ministère de l'Intérieur, d'une part, et la justice administrative, d'autre part, édictent la famille politique des différents partis. Or, je ne trouve pas ça normal. Cela appartient aux historiens, aux politistes et au débat public universitaire. C'est à eux qu'il faut se fier, me semble-t-il, quand il s'agit de décider quelle formation appartient à quelle famille politique. Pas au Conseil d'État et certainement pas au ministère de l'Intérieur. Et je vous avais dit, d'autant que tout cela va se retourner contre nous, si la jurisprudence se renverse, vous serez marron. Et vous n'aurez rien d'autre à dire que « Ah oui, ah bah du coup, on est d'extrême gauche ». La tentative de l'exécutif d'étiqueter LFI à l'extrême gauche a déjà eu lieu. On verra ce qu'il en sera demain de la justice administrative. Moi, mon discours ne changera pas. Je ne conteste pas le Conseil d'État, je conteste par contre cette décision et je la conteste au nom du consensus universitaire que j'évoquais tout à l'heure. Dernière question, et non des moindres, pourquoi est-ce qu'on en est là? Attention à toute analyse de la compétition électorale, plus d'1 an avant qu'elle ait lieu. Mais, tout de même, aujourd'hui, en février 2026, ce qu'on observe dans l'échiquier politique, c'est une gauche non mélenchoniste complètement atomisée, fracturée au sein de la primaire et en dehors de la primaire. C'est un centre complètement éparpillé entre de multiples candidatures, de multiples ambitions qui, toutes, viennent de partis différents dont on voit mal pour l'instant comment est-ce que ça pourrait donner une candidature commune en 2027, et à droite, une hégémonie plus forte que jamais du Rassemblement national. Ça, c'est l'état actuel du débat. Ça peut changer, mais au moment où nous parlons, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il apparaît très bien placé. Pour la Macronie, c'est devenu la force politique à abattre. Le cauchemar de la Macronie, c'est d'être éliminé du premier tour et de devoir assister en spectateur à un second tour qui opposerait Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Et le fait est qu'une partie des observateurs aujourd'hui considérons, je m'inclus dedans, que c'est au moment où nous parlons l'hypothèse la plus crédible pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, et ça ne veut pas dire qu'on le souhaite, mais par contre c'est l'hypothèse la plus crédible pour l'instant. Ça me semble être quelque chose, en tout cas c'est une conviction qui en moi est assez fermement établie. Le calcul de la Macronie, c'est de dire si on disqualifie, discrédite, délégitime la France insoumise assez profondément, Jean-Luc Mélenchon fera sans doute une bonne campagne, probablement un bon score, mais sera suffisamment détesté et disqualifié pour ne pas pouvoir apparaître comme un vote utile, pour ne pas pouvoir apparaître comme un vote de rassemblement, comme un vote de convergence. Dès lors, les voix vont s'éparpiller à gauche entre Mélenchon et puis d'autres candidats ou candidates. Et nous, ça devrait pouvoir nous permettre de passer la barre du premier tour et d'être au second tour face au Rassemblement national et d'espérer l'emporter. Ça, c'est le calcul électoraliste que l'on voit clairement derrière les discours et les actes de la Macronie. Et c'est ce calcul électoraliste qui les amène aujourd'hui à tenter de diaboliser la France insoumise, de leur accoler officiellement une étiquette d'extrême gauche pour pouvoir les renvoyer dos à dos avec le Rassemblement national et tenter de jouer leur partition à eux en 2027 et ainsi d'accéder au second tour. Ce calcul est absolument délétère. Il remet effectivement en cause la sincérité du débat électoral dans le seul espoir de favoriser leur propre candidature. Et j'aimerais finir là-dessus. Laurent Nunez a fait ce que, à ma connaissance, aucun de ses prédécesseurs n'ont fait. Il a instrumentalisé l'étiquetage des formations politiques par le ministère de l'Intérieur au profit de leur propre compétition électorale. Et cela s'insère clairement
une nouvelle fois dans une dynamique, le brutalisme constitutionnel. C'est un concept qui a été mis en avant par Levitsky et Ziblatt dans leur livre How Democracies Die, comment meurent les démocraties. Le brutalisme constitutionnel, c'est quand le gouvernement décide d'utiliser sans aucune retenue toutes les armes qui sont entre ses mains, même quand elles sont déloyales. Et c'est l'un des premiers pas qui amène les démocraties à basculer dans l'autoritarisme. Quand un gouvernement s'engage sur ce terrain-là, il légitime des armes que lui-même pourra ensuite utiliser pour faire basculer la démocratie dans l'autoritarisme, ou sinon lui, que ses successeurs pourront utiliser pour faire basculer la démocratie dans l'autoritarisme. Aujourd'hui, là maintenant, au moment où on parle, Emmanuel Macron nomme Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes. Amélie de Montchalin, actuelle ministre des Finances publiques, va donc devenir première présidente de la Cour des comptes, celle qui est chargée de contrôler les finances publiques. Elle va être chargée de contrôler le travail qu'elle a fait immédiatement auparavant en tant que ministre des Comptes publics. Non seulement il s'agit d'un cadenassage des institutions de la République française, non seulement il s'agit d'une manière de s'assurer de la complaisance d'institutions qui sont normalement chargées de contrôler l'action de l'exécutif, comme c'était déjà le cas en nommant Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Ça va encore au-delà, puisque là, c'est s'assurer que la Cour des comptes ne pourra donner rien d'autre qu'une évaluation positive des derniers budgets de la Macronie, puisque précisément celle qui doit les contrôler, c'est celle qui les a établis. Mais Emmanuel Macron a le droit. La loi le lui autorise. Il peut nommer qui il veut à la tête de la Cour des comptes. Il peut nommer qui il veut à la tête du Conseil constitutionnel, y compris ses potes, y compris cadenasser les institutions, y compris s'assurer de leur complaisance pour éviter que ces deux institutions qui sont, depuis un petit moment, une aiguille dans sa chaussure, ne le restent. La Macronie n'a cessé d'exploiter la loi comme elle n'avait jamais été exploitée, de retourner les procédures comme elles n'avaient jamais été retournées, d'utiliser des marges de pouvoir qui n'avaient jamais été utilisées par leurs prédécesseurs pour faire prévaloir leur volonté et pour tenter de parvenir au seul succès qui leur importe, être réélus. Ce qui est en jeu là, quand la Macronie fait cela, ça n'est rien moins et une nouvelle fois que l'avenir de notre démocratie. C'est un pas de plus qui nous sépare de la démocratie représentative insatisfaisante, certes, non démocratique, sans doute, mais représentative tout de même. C'est un pas de plus qui nous en éloigne pour nous rapprocher d'une pente qui, elle, est très claire et dont on voit déjà les effets aux États-Unis, la pente autoritaire. Et je crois que ça va bien au-delà de la question de la seule France insoumise.